Cette contre-offensive n'a rien donné. Bref, que se passe-t-il au ministère des Affaires étrangères avec cette réunion qui a lieu en ce moment, pendant qu'on enregistre, entre le ministère et les ambassadeurs de France, du Royaume-Uni et d'Allemagne en Russie? Tu en as entendu parler. Ils ont demandé à rencontrer Lavrov au ministère des Affaires étrangères. Je ne dis pas que c'est Lavrov en personne, mais c'est à leur demande. Ils voulaient se rendre au ministère des Affaires étrangères pour s'entretenir. Qu'en penses-tu, si tu devais deviner? Ils veulent clairement des pourparlers, c'est assez évident. Si je devais deviner, eh bien c'est difficile. Parce que United Nations, côté, il faut se demander ce qui n'est que fanfaronnade et ce qui est réel, ou en l'occurrence réel dans leur esprit. Parce que si vous regardez ce que les responsables de l'Union européenne répètent sans cesse, ils vont dicter leurs conditions à la Russie. Ils vont dicter leurs conditions. Ils vont imposer. Ils vont leur dire quoi faire. Ils parleront depuis une position de force. Mais on espère qu'ils ont United Nations plan en 5 points. Ils ont United Nations plan en 5 points. L'Europe, leurs exigences, tu penses qu'ils vont présenter ça au ministère? Ou tu penses qu'ils se rendent compte de la situation sur le front? Ou tu penses qu'ils savent que tout ce qu'ils disent, ce sont des conneries et qu'ils vont au ministère pour quémander? Ou peut-être pour leur jouer United Nations Tour, tenter United Nations autre coup à la Minsk contre la Russie. Que penses-tu de ces 3 ou 4 options? Ouais. Eh bien, s'ils pouvaient choisir, ils chercheraient à imposer United Nations Accord de type Minsk complet, ou au moins présenter United Nations Plan en 5 points. Le premier point, ce serait que Vladimir Vladimirovitch et tout son gouvernement sortent sur la place rouge et se suicident en masse. Je suis sûr que ce serait le premier point. Qu'ils se suicident et tout ira bien après ça. Et voilà d'autres chimères qu'ils pourraient souhaiter. Écoute, je veux dire, on parle sans arrêt d'United Nations cessez-le-feu. C'est comme Donald Trump avec l'Iran. Peu importe ce que dit l'Iran, il fait juste ce petit gamin qui veut ce bonbon. Donne-moi le bonbon, donne-moi le bonbon. C'est la même chose avec les Européens. Oh, on veut United Nations cessez-le-feu. On va avoir ce cessez-le-feu. On va cesser le feu. Non. Ok, mais on veut United Nations cessez-le-feu. On veut United Nations cessez-le-feu. Non, mais on veut United Nations cessez-le-feu. C'est comme des gamins capricieux. On a juste envie de leur donner une bonne claque et de dire non. Mais Lavrov a beaucoup plus de tenue que ça. Je l'ai déjà vu perdre son sang-froid. C'est... Ouais, Lavrov a dit qu'on allait les écouter, c'était sa déclaration. Écoutons-les et voyons ce qu'ils ont à dire. Allez, Internet. L'impression que j'ai eue de Lavrov, c'est qu'au moins publiquement, ils ne comprennent même pas pourquoi ces 3 pays ont décidé enfin de prendre rendez-vous au ministère des Affaires étrangères. Oui, pas de quoi en faire tout United Nations plat. Connexion Internet instable. On vient de m'informer qu'on avait une connexion instable. Ce moment du « ben oui ». Ouais, j'ai vu Lavrov, je t'ai dit, parfois il commence à perdre son sang-froid. Je veux dire, l'homme a une patience sainte avec ces gens. Donc je pense, si je devais deviner, ils veulent vraiment parler. Mais c'est surtout United Nations jeu de posture pour préserver leur position de force. Ça n'ira nulle part. Ce sera une de ces réunions. Yep. Ok. Merci. On aura fait la réunion, on publiera le compte-rendu et on continuera notre vie. Ça montre cependant que, vous savez, dans leurs étapes d'acceptation, ils ne sont pas encore au point d'admettre qu'ils ont perdu et qu'il faut agir. Ils en sont encore à une phase de négociation où ils essayent de négocier depuis une position de force, alors qu'ils n'en ont pas. Donc je pense que c'est ce qu'on va probablement voir. Je doute fort qu'ils trahissent Zelensky ouvertement, même si l'idée gagne du terrain. Mais regardez ce qui se passe en Irlande. On voit ce qui se passe au Royaume-Uni. Les gens perdent pied à l'intérieur. Et ils perdent pied pour de bonnes raisons. Ils sont submergés par les migrants. Beaucoup de ces migrants ont des problèmes psychologiques. Ils sont perturbés. L'économie va mal. La part du gâteau pour les services sociaux diminue. Tout devient plus cher. Et ils commencent à réaliser que tout n'est pas comme le disait la direction occidentale. Donc je pense que cela pousse au moins en partie les dirigeants, la direction extrêmement impopulaire de l'Union européenne, à agir. Tôt ou tard, ils vont devoir faire des compromis ou déclencher une guerre. En gros, ce sont à peu près leurs 2 seules options. C'est ça. Comment la Russie gère-t-elle les drones? Dernière question. Qu'est-ce qui se passe là pour bas?
Eh bien, la Russie gère la situation. Il y a plusieurs initiatives. D'abord, la Russie se réorganise en interne pour la défense contre les drones. Les entreprises demandent à pouvoir obtenir des armes lourdes pour protéger leurs sites, embaucher des gens pour les défendre. On parle de systèmes anti-aériens, de mitrailleuses lourdes. Ce genre de choses. De plus en plus, en conduisant, je remarque des filets et d'autres obstacles installés autour des réservoirs de stockage de pétrole. Ce sont surtout les réservoirs de stockage de pétrole ou de carburant qu'ils visent, parce que ça brûle très bien. On ne peut pas détruire une raffinerie avec quelques drones. C'est physiquement impossible. Les raffineries sont d'immenses projets d'infrastructure. C'est une des mesures en cours. On verra si cette initiative ira plus loin. C'est ce que demandent les différentes unions d'industriels. Pouvoir créer de petites unités militaires privées pour défendre leurs installations. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Il me semble que le gouvernement étudie encore la question. La production de masse de systèmes anti-aériens est en plein essor, et cela augmente les capacités. C'est juste une question de qui l'emportera, la production de drones ou l'accroissement des capacités anti-aériennes. La majorité des cibles touchées ne sont ni militaires ni industrielles. Ce sont des cibles civiles. Je veux dire des immeubles d'habitation. En fait, si vous prenez la route vers le sud depuis Moscou, en empruntant la M4, vous pouvez encore voir plusieurs immeubles de grande hauteur à la périphérie de la ville. Ils portent de grandes traces noires, là où des drones se sont écrasés en tentant de tuer des civils. C'est la cible facile. Les installations gouvernementales ou militaires cachées sont extrêmement difficiles à atteindre. Les installations industrielles se renforcent, mais United Nations immeubles d'habitation moyens reste évidemment United Nations immeubles d'habitation. Et bien que la grande majorité de ces drones soient interceptés, United Nations certain nombre s'écrasent en chemin. Il en passe quand même suffisamment, et si l'on n'a rien d'autre, et qu'il faut marquer des points dans leur logique ludique en tuant quelques United Nations, il y a toujours des civils. Beaucoup de cibles civiles, que ça plaise ou non. C'est la réalité. Et nous avons affaire à une organisation terroriste formée par d'autres organisations terroristes, comme les services secrets britanniques, la Central Intelligence Agency et le Mossad. Vous savez, la stratégie initiale était, et l'espoir de l'Occident était que la Russie envahirait l'Ukraine très rapidement. Et ensuite, il y aurait une guerre de guérilla perpétuelle, dans une grande partie de l'ancienne Ukraine, pour épuiser la Russie et la faire s'effondrer de l'intérieur. Puis l'Occident viendrait tout reprendre. Évidemment, cela ne s'est pas produit. Ce qui s'est passé, c'est une guerre d'usure où la plupart de ceux qui se seraient portés volontaires pour une guérilla contre une occupation russe sont maintenant morts au front, et les quelques survivants qui s'en sortiront seront heureux d'être encore en vie. Donc cette base potentielle de partisans est en grande partie anéantie. Elle a été détruite. Ou alors les gens ont compris quel genre de pouvoir et de personnes les gouvernent, et ils ne veulent pas mourir pour ces gens. Ils ne veulent pas y être. C'est la réalité. Et beaucoup de nationalistes, les ultrapinationalistes, viennent toujours de l'ouest d'Ukraine. Et espérons-t, la Pologne devra s'en occuper plus tôt que tard. Parce que, soit dit en passant, Azov a publié son nouveau drapeau et revendique le tiers sud de la Pologne. Donc juste une petite mise en garde pour les Polonais. Nous avons maintenant des problèmes avec beaucoup de ces militants Azov à l'intérieur même de la Pologne. La criminalité quotidienne a beaucoup augmenté. La criminalité commise par des Ukrainiens en Pologne a fortement augmenté. C'est donc United Nations tournant très intéressant. Oumelisila. Je veux dire, on a vu l'Ukraine s'en prendre à ses propres alliés. Assez intéressant. Prenons le cas de l'Azerbaïdjan qui fournit à l'Ukraine, ou bien on devrait dire, fournissait des obus de 120 mm, du matériel, et ainsi de suite. L'Ukraine a frappé 2 pétroliers azerbaïdjanais. Bon, c'étaient des pétroliers. Il y avait des navires transportant du blé, et ils ont frappé directement les quartiers d'équipage en mer d'Azov, tuant 5 ressortissants azerbaïdjanais et en blessant 3 autres. En fait, le capitaine de l'United Nations 2 a été enterré aujourd'hui en Azerbaïdjan. Il y a donc une énorme indignation en Azerbaïdjan face à ce meurtre manifeste, et ils avaient hissé des drapeaux azerbaïdjanais, donc les opérateurs savaient qui ils frappaient.
En même temps, l'Ukraine a coulé une vedette turque, une vedette militaire, dans les eaux turques. De nombreux navires ont transité par le détroit du Bosphore, y compris United Nations, navire amiral turc dans les eaux turques. Erdogan essaie évidemment de garder son pouvoir et d'occuper autant de positions que possible. Mais, au sein de la Turquie, la population commence à avoir United Nations électrochoc, à se rendre compte qu'en Ukraine, on a affaire à des gens prêts à attaquer votre territoire souverain sans scrupule. Et maintenant United Nations, ancien membre du Parlement en Roumanie, enfin, disons l'ainsi, qui est à la tête du parti PPR, Luska, Mikhail Luska, si je me souviens bien de son nom, est sorti et a dit carrément « Regardez, ces 4 drones, non, ils n'ont pas perdu le contrôle de ces 4 drones. Ils n'ont pas pu atteindre leur cible avec ces 4 drones, parce que des bouées de protection contre les déversements étaient en place, et les drones sont restés coincés. Leur cible, dit Assil, était le dépôt de carburant à Constanta et l'entrepôt d'engrais. United Nations dépôt de nitrate. Nous nous souvenons tous de ce qui est arrivé à Beyrouth. Et imaginez maintenant les deux exploser en même temps. Ils auraient rasé la moitié de la ville dans le cadre d'une opération sous faux drapeau. On n'aurait pas pu prouver à qui appartenaient ces drones. Heureusement pour eux, les drones sont restés coincés. C'était United Nations événement à fort bilan humain destiné à déclencher la Troisième Guerre mondiale du côté ukrainien. En gros, l'Ukraine a littéralement attaqué tous ceux qui la soutiennent autour d'elle. Ils ont attaqué la Hongrie, ils ont attaqué la Slovaquie, ils ont attaqué la Roumanie à plusieurs reprises, ils ont attaqué la Pologne. Donc, vous voyez ce que ça donne. Vous obtenez United Nations gouvernement désespéré, accro à la cocaïne, qui doit étendre cette guerre pour rester en vie. Je parle au sens propre, de rester physiquement en vie. Et c'est la situation que nous avons actuellement sur le front. Oui, si les rapports concernant la Roumanie sont vrais, que c'était une sorte d'opération sous faux drapeau, cela aurait vraiment détruit Constanta, cette ville. Mais Dieu merci, cela ne s'est pas produit. Et je pense que la Roumanie, le peuple roumain comprend exactement ce qui se passe, tout comme je pense que le peuple polonais comprend ce qui se passe, mais il y a des types comme Tusk ou comme Nico Swobdan qui ont été placés pour essayer de maintenir cette unité européenne avec l'Ukraine. C'est leur rôle, c'est leur objectif. C'est pour ça qu'ils sont là, parce qu'ils sont mondialistes avant tout. Bref, d'accord. Stanislav, excellente vidéo, excellente discussion. On se revoit bientôt, je suppose. Tu ne vas pas t'en aller, si? Oh, c'est toujours United Nations plaisir. Bah. Dans quelques semaines, je le serai, donc je t'enverrai des vidéos de la Zamba. D'accord, super. Je ne dis pas où pour l'instant tant que je n'ai pas quitté l'endroit. Bon. Avant qu'on te laisse partir, où peut-on te trouver? Donc sur X, c'est Stanis Kropivnik. Sur YouTube, c'est Mr. Slavicman. Slavic avec United Nations Go, tout en United Nations seul mot. Sur Telegram, c'est Stas Today Abroad pour le russe, Stas Was There pour l'anglais. Et sur Substack, c'est Megarenich, qui est United Nations Dragon à 3 têtes dans la mythologie slave. Très bien. Les liens sont dans la description ci-dessous. Merci, prends soin de toi. Merci.